Eh bien, salut tout le monde, c'est Pantinlac et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons créer une application de plateforme Windows universelle, UWP en anglais. Alors, donc l'objectif, c'est de voir un peu la programmation moderne d'application donc pour Windows 11 et Windows 10. Donc déjà, une application UWP, donc ça existe depuis la sortie de Windows 8 avec le Microsoft Store qui est apparu euh, sur cet OS. Et donc, une application WP, ça va être une application qui va être plus sécurisée qu'une application classique, puisqu'elle va demander, comme sur un téléphone Android ou iOS, lors de la première application, lors de la première utilisation, elle va demander à l'utilisateur les droits d'accès. Par exemple, est-ce que mon application a le droit d'accéder aux contacts, a le droit d'accéder aux informations système, etc. Donc c'est l'utilisateur qui va autoriser ou refuser ces accès. On a du coup la possibilité d'utiliser une API commune sur tous les appareils qui exécutent Windows, donc 10, 11. C'est beaucoup mieux pour le développeur, du coup, ça simplifie le développement grâce aux API communes. Donc forcément, ces applications, on peut les publier sur le Microsoft Store, et on peut gagner de l'argent en mettant des publicités dans l'application, etc., avec plein d'autres moyens. La programmation se fait en C#, en C++, en Visual Basic, voire même en JavaScript. Et pour ce qui est de l'interface utilisateur, on va utiliser XML, HTML ou DirectX, par exemple pour le développement de jeux vidéo. Voilà, donc j'ai expliqué voilà, légèrement du coup les propriétés d'une application UWP. Alors nous, ce que l'on va créer, hop là, on va se rendre du coup sur Visual Studio 2019 et on va créer un projet de type UWP. Alors voilà, et on va créer une application qui va permettre d'afficher des informations système sur l'application, de récupérer le nom d'utilisateur de la session courante et d'afficher l'historique des copier-coller si celui-ci est bien activé sur votre ordinateur. Donc d'ailleurs, vous pouvez vérifier ceci en allant dans le paramètre du presse-papier et activer l'historique du presse-papier. Voilà. Donc on choisit une application vide Universal Windows. Alors avant ceci, il faut bien avoir installé le développement UWP sur Visual Studio Installer. Donc si vous allez sur cette application, vous cliquez sur modifier et il va bien falloir avoir coché développement pour la plateforme Windows universelle. Voilà, donc une fois que tout est installé, vous pourrez créer ce genre d'application. Donc on va l'appeler, alors, app, bon, je vais l'appeler Tooling, puisque ça va être des petits outils que l'on va créer. Hop, et donc là ici, on sélectionne la version cible, alors Windows 11, et la version minimale d'utilisation, Windows 10. Donc la version minimale d'utilisation, c'est, il faut lire après la documentation de Microsoft, mais chaque version en fait dispose de fonctionnalités supplémentaires pour le développement. Donc moi, je m'en fiche un petit peu là des 3 dernières versions. Donc c'est pas, on va partir là-dessus. Donc si on regarde bien là, en fait, on va voir que, oui c'est ça, voilà. À chaque build, il y a du coup des dernières fonctionnalités disponibles dans l'API, dans les différentes API. Ok. On crée le projet. Donc on a un seul projet. Au sein de notre solution, on a un dossier asset qui comprend les images que notre application va afficher lors du démarrage de celle-ci. Alors on va directement pouvoir cliquer sur ordinateur local pour démarrer l'application, voir ce qu'on nous a proposé comme template. Alors, ok, donc là, ok, l'image de démarrage. Et on a un écran noir, voilà, on n'a rien de bien spécial. Ok. Donc si on clique sur package.appxmanifest, c'est ici que va être toutes les propriétés de notre application. Donc là, en fait, si on regarde dans menu démarrer, on voit que ça nous a installé une application AppTooling. Alors je vais la désinstaller. Hop. Nom complet, je vais l'appeler, par exemple, outils Pantimilax. Description, des outils pour Windows 11. Par exemple, le point d'entrée, on ne va pas y toucher puisqu'il s'agit ici du namespace du point d'entrée d'application. Donc si on regarde dans le fichier app.xml, afficher le code. Alors, apptooling.app, c'est le nom de la classe. Donc c'est en fait ici que démarre notre application quand on l'exécute. C'est le fichier app.xml qui est chargé en premier. Langue par défaut, français, rotation prise en charge. Là, on peut indiquer les rotations
que notre application peut effectuer. Bon, je ne vais pas en définir, on va pas s'embêter à prendre ça en charge. Dans Active Visuel, on a la possibilité, du coup, voilà, de choisir des images pour chacune des tailles, le logo du package, l'écran de démarrage, l'icône de l'application, etc. Et on peut générer toutes les ressources grâce à une seule image. Donc moi, alors, je vais rechercher mon image. Hop, ouvrir le placement du fichier. Ici, voilà, j'ai plein de logos. On nous recommande une taille suggérée de 400 par 400, donc je vais prendre mon 400 par 400. Je vais cliquer sur générer. Donc là, c'est les fichiers qui sont déjà dans le dossier A7. On va les supprimer. Hop là, on clique sur générer. En fait, ça va nous générer tout ce qu'il faut. Alors, des fois, c'est pas vraiment le résultat escompté, mais bon, nous, on va faire avec. On va du coup sauvegarder et on va relancer l'application. Et si tout s'est bien passé, voilà, on a le logo Pantiminax qui s'affiche ici, dans la barre des tâches de même, et on a le logo, du coup, juste ici. Si je vais dans paramètres des applications, ok. Alors la description, je ne sais pas si on la voit quelque part. Application, outils, Pantiminax, non, on ne voit pas la description ici. Du coup, ok. Ah oui, parce que j'en ai deux. Alors je vais déinstaller l'application test. Voilà. Et donc on peut aussi modifier, alors, tac. Package, app tooling, donc BO Editor, voilà. Pantiminax par exemple. Voilà. Un certificat, du coup, vous pouvez en générer un en cliquant sur créer, nom commande éditeur, et après, il faudra créer un mot de passe. Donc ça, c'est juste pour la signature du package. Alors, nous, après, ce qui nous intéresse, c'est les capacités. Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire avec notre application? Donc là, il faut déclarer tout ce que l'on va demander à l'utilisateur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on demande, nous? C'est information sur le compte utilisateur. On va vouloir récupérer des informations sur son nom, son prénom. Ça va être tout. Après, on n'a pas autre chose. Et donc, on va démarrer l'application. Comme on n'utilise pas encore, ok, on n'utilise pas encore cette partie du code, il va falloir la coder pour sûrement avoir le petit message de pop-up. Donc du coup, alors, dans la classe app, on voit l'initialisation des components, on a l'écoute d'un événement on suspending, donc là c'est lorsque l'application rentre dans l'état suspendu. L'état d'application est enregistré sans savoir si l'application pourra se fermer ou reprendre sans endommager le contenu de la mémoire. D'accord? Donc nous, dans cette application-là, on va pas prendre en compte tout ce code-là. On remarque du coup dans l'événement onLaunch, qui s'exécute dès le début de l'application, on remarque du coup qu'à un moment, on accède à la première page qui est Main Page. C'est donc ce formulaire-ci. On va d'ouvrir. Ok. Donc voilà le code. On va un peu le modifier. On va créer une Navigation View. Alors, si on lance l'application, comme ceci, hop, est-ce que si l'on écrit un label, normalement, nous avons le rechargement à chaud. Alors, texte bloc, texte égale test. Voilà. Le rechargement à chaud va nous permettre du coup de développer facilement. Hop. Et donc, nous, ce que l'on va faire, c'est créer un menu sur le côté. Donc en fait, on utilise un component qu'on appelle Navigation View. Voilà, directement, on a ça avec les paramètres qui est généré obligatoirement. On va avoir du coup des items à l'intérieur. Donc Navigation View. Menu items. Et ici, on peut déclarer des items. Navigation View, menu item. Alors, ça s'écrit. Ça ne se complète pas très bien, j'ai eu l'impression. Hop. Pardon, Navigation View item. Avec du coup, content égale accueil. Et
pour que ça soit beaucoup plus beau, il nous faut définir des icônes. Donc on a la propriété icône, avec une liste d'icônes que Microsoft nous fournit, Home. Et lorsque l'on va déplier, on a bien le petit bouton accueil. Donc on va créer 3 menus. 3 avec Content, presse, papier, et le troisième, information système. En icône, j'ai choisi clipboard, tout simplement. Document, pardon. Document, et le troisième icône, ça va être contact, info. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. En fait, on va définir des tags. Les tags qui vont nous permettre de créer ensuite une liste dans notre code pour pouvoir naviguer entre nos pages. C'est un identifiant, genre d'identifiant unique. Donc clipboard. Et le troisième tag, device par exemple. Ok, nickel. Pour afficher le contenu de la page, en fait, on va définir, après notre navigation view, une balise scroll viewer, avec dedans une frame. Au sein de cette frame, que l'on va appeler donc avec x2.name, content frame, donc c'est au sein de cette frame que va s'afficher le contenu de la page. Pardon. Au niveau du padding, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, on va mettre 10. Hop, et isTabStop égale true pour ne pas affecter de tabulation à cet élément. Tac, voilà. On crée notre frame ici. Notre menu item, notre navigation view, on va aussi lui donner un nom dans le code. Donc ce nom-là, on va pouvoir y accéder dans le code. Je vais vous expliquer. Navigation view, control. Si j'appuie sur F7, je me retrouve dans le code du coup. Et donc, toutes les balises où j'ai défini un x2.name, en fait, définissent un nom dans le code. Navigation view control. Alors, là, je ne le vois pas. Ok, bon, on va voir. On a du coup aussi la possibilité de définir un titre à notre pan title. Il faut étendre l'application pour avoir les noms. Pan title ou type anti-minax. Et voilà, vous voyez, ça apparaît juste ici. Ok. Hop. Et donc maintenant, navigation view. Vous voyez, control, il apparaît bien ici. Donc le this, je vais le retirer. Ok. Donc on a nos tags, on a nos menus. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un dictionnaire. Dictionary de string type que l'on va appeler pages égale new dictionary. Hop, et on va directement ajouter des éléments. Donc il faut une petite accolade, la clé, home, et le type, ça va être type of, le nom d'une page. Donc, par exemple, ceci. On va du coup mettre nos 3 entrées pour nos 3 pages. Avec, nous avons home, nous avons clipboard, et nous avons device. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer directement nos pages. Ajouter, nouvel élément. Donc là, on fait bien un clic droit sur notre projet, nouvel élément. Clipboard page. On va mettre un petit text block pour pouvoir les différencier. Text block, texte égal, presse, papier. Hop. On va mettre un nouveau clipboard, une nouvelle page, du coup, clic droit, nouvel élément. Et on va l'appeler device page. Avec pareil, un text block, texte égal, information, système. Ok. Hop. Donc là, on choisit clipboard type of clipboard page et l'autre device page.
Ok, impeccable. Donc du coup, on va du coup aller ici et on va prendre notre navigation view ici. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Et il nous faut l'événement item invoked. Hop, on crée du coup le logiciel d'un événement en appuyant sur la touche tab. Et hop là, appliquons ceci. Navigation view control item invoked. Alors on peut peut-être mettre voilà, nav view item invoked pour que ce soit moins lourd dans le code. Donc on va récupérer en fait le tag de l'item. Donc nav item tag égale. On récupère en fait dans l'événement l'argument ici, args. En fait on a une propriété qui s'appelle invoked item container. Donc ça va nous permettre de récupérer en fait cet élément-ci. Et à partir de ça, on peut récupérer le tag. Donc le tag qu'on récupère sous forme de chaîne de caractères. Ensuite, on va créer une méthode private void navView. On va récupérer le préfixe navView qu'on a en haut et on va l'utiliser. On va l'appeler navigate. On va prendre en paramètre le tag. Hop là. Et on a un paramètre que l'on doit prendre, navigation transition info. Transition info. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Quand on va y venir. Donc type page égale nul. On déclare une variable nulle, on va en fait l'affecter à un des types ici, si on trouve bien de correspondance. Var item égale pages.first or default. Page. Donc on utilise system.link pour pouvoir effectuer une requête de recherche au sein de notre liste. Donc avec notre prédicat, on va rechercher une page dont qui, donc qui c'est le tag, point equals tag. Ah, on a déjà une... ok, oui. On va l'appeler P tout simplement. Hop. Ok, voilà. Page égale item point value. La value, c'est ceci. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est naviguer dans le menu sur lequel on clique uniquement si ce n'est pas le menu courant. On va récupérer previous nav page type égale content frame. Donc c'est notre élément que l'on a créé ici. Point current source page type. Ensuite, on crée une condition. Si jamais page n'est pas égale à nul, et qu'en plus, on peut utiliser du coup une méthode globale equals previous navPage type n'est pas égal à notre page sur laquelle on a cliqué. Alors uniquement dans ce cas-là, on va appeler la méthode navigate de notre content frame vers la page courante. On ne passe pas de paramètres. Et ici, navigation transition info, c'est transition info. Alors, c'est un paramètre que l'on peut passer dans nos menus. Nous, on va pas s'en servir forcément. Mais du coup, on appelle notre méthode navView navigate au sein de notre événement item invoked. Ce que l'on passe, c'est le navitem tag. Et en fait, ici, dans les arguments, on a arg.recommanded navigation transition info. Voilà, comme ça, la transition est définie automatiquement. Donc on va essayer tout de suite de voir si ça fonctionne en lançant notre application. Donc on devrait voir les menus changer. Alors, on n'a pas la possibilité de cliquer dessus. Ok, je sais pas si c'est normal, on va regarder ça de plus près.
Donc, du coup, en effet, en fait, c'est le scroll viewer qui est au-dessus du navigation view. En fait, il faut le placer à l'intérieur. Donc voilà, juste après navigation view.menu items. Hop, sinon ça ne va pas fonctionner du tout. Voilà, et donc là, si on clique sur information système, on a bien le titre ici. Presse-papier de même. Et accueil, on a le menu qui se réouvre, puisque on appelle son instance. Et donc en fait, il faut créer une page que l'on appelle homepage. Donc clic droit, nouvel élément. On va l'appeler homepage. Voilà, alors on va mettre de titre. Hop, homepage. Super. Donc homepage, eh ben, écoutez, on va directement eh bien créer, alors faire le code directement de cette chose. Alors on a bien modifié main page, par contre j'ai pas vu. Oui voilà, dans notre dictionnaire je mets bien homepage au tag home. Et ensuite je vais me rendre dans homepage. Donc on va créer un text block que l'on va sur lequel on va attribuer un tag, enfin un name, welcome text. Bon, texte égale bonjour par exemple. Font size égale 40. Grid.row égale. On n'a pas de row, non, on va pas définir de row. Hop, voilà. Donc là, on a juste un texte qui écrit bonjour. Donc le but, c'est qu'on affiche bonjour suivi du nom de la session. Donc, je vais dans mon code et je vais créer une méthode asynchrone void show display name async. Donc là, on va utiliser les API de Windows. Alors, on a une classe user. On va récupérer en fait tous les utilisateurs de la session, du système, avec user.findAllAsync. On pourrait aussi utiliser le getDefault, vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Ouais, on n'a même pas de... Hop. On n'a même pas de méthode asynchrone pour celui-ci. Alors, est-ce que ça va fonctionner correctement pour tout l'utilisateur? Je ne suis pas sûr. Donc, du coup, on va faire, c'est qu'on va récupérer tous les utilisateurs. Et on va parcourir, en fait, la liste. En créant une variable var current user égale. Et donc, dans notre liste, alors pareil, ici, par contre, il faut utiliser un await, puisque c'est une méthode asynchrone. On attend le résultat. Quand on l'a, on va utiliser system.link users.where. Et donc, pour récupérer l'utilisateur courant de la session, il faut récupérer la propriété authentication status, vérifier si son authentication est locally authenticated, hop, et user.type égale usertype.local user. Donc on récupère first or default, donc soit on récupère l'élément, soit on récupère nul. Donc if user n'est pas, if current user n'est pas égal à nul, par display name égale await. On récupère la propriété current user. On utilise la méthode getPropertyAsync. Et on a une énumération nownUserProperties. Même pas une énumération, mais une classe. .displayName. Et on affecte du coup welcome text. .text égale $ bonjour, nous les accolades, displayName. Et grâce à cette ligne de code, nous devrions avoir eh bien, l'affichage de notre nom d'utilisateur local. On va regarder si ça fonctionne correctement. Accueil. Et vous voyez du coup, dès qu'on essaye de récupérer des informations d'utilisateurs, on nous demande d'autoriser d'accéder à votre compte. Oui. Et voilà, on a récupéré le nom d'utilisateur. Hop. Alors là, par contre, vous voyez qu'on ne démarre pas directement sur la page d'accueil. On va essayer de le faire en allant dans Main Page. F7, je vais dans le code. Voilà, vous pouvez faire un clic droit, afficher le code.
Donc, hop, ici, on va utiliser notre propriété navView. Attends, je l'ai appelé comment par contre? Navigation View Control. Point selected item égale, je récupère mon contrôle, point menu items de 0, tout simplement. C'est pour sélectionner la page d'accueil. Voilà. Donc on a déjà le petit point vert là qui est dessus. Et ensuite, on va naviguer directement. ContentFrame.navigate. Type of. Homepage. Et on ne passe pas de paramètres. Et voilà, on est directement sur la page d'accueil. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est récupérer l'historique du presse-papier. Alors, on va se rendre dans Clipboard Page. Dans notre grid, on va créer des row definition. Hop, on va créer deux lignes en fait. Une première ligne avec une hauteur de 100 pixels. Une deuxième ligne avec une hauteur, voilà, le reste de la page, avec le caractère étoile. Donc on a notre text block qui sera dans la première ligne, avec un gros font size à 40. On spécifie du coup grid.raw pour la ligne, numéro 0. Hop. Ensuite, on va créer un scroll viewer pour pouvoir scroller verticalement, que l'on place dans grid.raw.raw 1. En son sein, du coup, on crée un stack panel avec une orientation verticale, vertical alignement top, et dedans une liste view. Liste view que l'on va appeler name lv history items. C'est dans cette liste view que l'on va afficher nos items du coup copier-coller. En fait, ça va être grâce à un item template, pour chaque item que l'on va voir, on va créer en fait, dans data template, on va créer un stack panel avec une orientation, cette fois-ci, verticale et un horizontal alignement à left, et une text box, qui va être en read-only, on va pas pouvoir effacer son contenu, et text égale binding text, et avec une taille de 800, pour avoir une taille partout pareil du coup. Alors binding text, c'est qu'il nous faut en fait créer un dossier modèle, on va créer une classe, et donc grâce à binding, on va lier la propriété de notre objet texte à la liste. On va l'appeler history item. Et ce que l'on va créer, tout simplement, une propriété public string text get set. Et on va créer une deuxième propriété datetime offset qui donc va être un timestamp qui va contenir le timestamp du copier-coller. Ça va nous permettre de trier notre liste dans le bon ordre. Donc on a ça. Maintenant on va se rendre dans le code et on va regarder comment faire pour récupérer du coup les copier-coller, l'historique du presse-papier. Donc quand c'est activé sur Windows 10 ou 11, on peut utiliser Windows V et on a accès, vous voyez, au copier, à l'historique ici. Donc on peut l'effacer. On va copier ceci, ceci, et voilà, c'est ici. Donc on va faire la même chose dans notre application. Donc déjà, on va créer une observable collection. Observable collection. Cet objet va nous permettre, lorsqu'une modification est apportée à la liste, eh bien, d'afficher en temps réel les modifications. Donc, à l'initialisation dans le constructeur, on va instancier notre collection. On va directement utiliser notre liste view et lui affecter l'item source. Donc voilà, la source de cet item va provenir de notre collection. On a un objet global, du coup, qui s'appelle clipboard. Hop.
alors qui est une classe statique. Et on a la possibilité d'utiliser, alors déjà on peut vérifier si l'historique est activé. Alors, if clipboard.history enabled égale true. Est-ce que c'est bien ça? Ah non, c'est une méthode en fait. Comme ceci. Voilà. Donc si seulement il est activé, on va ajouter clipboard.historyChanged, un événement. Hop. Et donc, ça on va voir, on le verra tout à l'heure. Hop. Déjà, on va créer une méthode asynchrone get history items async. Alors, j'ai pas défini par contre le void. Le type de retour void. Hop. Et du coup, on récupère les history, enfin l'historique. Await. On utilise notre objet, notre classe statique clipboard.get history items async. Et donc pour chaque item, dans l'objet history, on a une propriété items. Voilà, on récupère donc chaque item ici. Il faut récupérer en fait le texte de l'item. Item.content.get text async. Donc il faut utiliser await puisque c'est une méthode asynchrone. Et pour chaque item, on va ajouter dans notre observable collection un nouvel objet qu'on a créé de l'instance de notre classe que l'on a créé, history item, texte égale texte, et le timestamp égale item.timestamp, tout simplement. J'ai mis des accolades en trop ici. Voilà. GetHistoryItem async, on l'appelle juste là. On va lancer le programme et on va vérifier que le copier-coller, enfin que le presse-papier s'affiche correctement. Et voilà. On a bien tous les éléments ici. Donc là, par contre, si je copie quelque chose d'autre, eh bien, je suis obligé, voilà, de réafficher la page pour que ça s'actualise. Donc c'est pour ça qu'on a la méthode, l'événement historyChanged. Donc pour récupérer le contenu d'un élément qui vient d'être copié, on récupère, grâce à notre classe statique clipboard.getContent, et du coup, si jamais le content contient du texte, standard data format.text, alors du coup, on fonctionne après de la même manière que ici, var text égale await content, .getText async, et on récupère un objet de la même classe ici, le content ici c'est la même classe que là. Pareil, ça va être un événement asynchrone. History item, alors là en fait on va l'insérer à la position 0. Texte égale texte, timestamp égale new datetime offset. Parce qu'en fait je crois que dans mes textes, effectivement, je n'avais pas réussi à trier par timestamp mon observable collection. Alors là c'est en la position 0, l'élément sera toujours en haut de la liste puisque c'est un nouvel élément, donc c'est plus pratique. Ok, presse-papier, si je copie, CTRL-C, hop, et vous voyez, mon élément se rajoute. Avec une petite animation en plus, c'est parfait. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est la page de l'information, des informations de système. Alors, dans Device Page, hop, on va faire de même que Clipboard, c'est-à-dire deux lignes. Tac, alors, 800, ok. Et du coup, un text block. Que l'on va appeler, alors on va lui définir la propriété texte information système.
Ensuite, on va définir alors oui, un scroll viewer avec une orientation. Non, vertical scroll mode auto et vertical scroll bar visibility automatique. Donc là, voilà, tout est automatique au niveau du scroll. Grid.row 1. Et du coup, dedans, on va lui affecter un stack panel. Vertical alignement top. Et une orientation verticale. Et en fait, dedans, pour chaque text block, on va voir, on va créer un stack panel aussi. Avec un text block. Vertical alignement center. Texte égale identifiant du périphérique. Et en dessous, une textbox. Alors, is read only égale true. x2.name égale, alors on peut l'appeler device id. Hop. Et on va créer 4 propriétés comme ceci. Tac, tac. Alors, identifiant du périphérique, on va avoir ensuite le système d'exploitation, nom du PC, et le nom du fabricant. Voilà quelques propriétés que l'on va récupérer du système. Operating system en x2.name. Lui là, le nom de la propriété, on va l'appeler computer name. Et fabricant manufactureur. Allez, par exemple. Ok, donc ça paraît pas mal. Si l'on regarde du coup ce que cela donne. Ah, on n'a peut-être pas défini les orientations. On va regarder alors ce que cela donne. Stack panel, orientation verticale, horizontal alignement, left. Voilà. Comme ça va pas prendre toute la plage, la place en mettant l'horizontal alignement à gauche. Ok. Donc du coup, on se rend dans le code. Et là, ça va pas être bien compliqué. On va créer une méthode private void get device information var device info égale new IAS client device information. Donc il faut utiliser un using ici. Windows.security.exchange active sync provisioning, une grosse classe. Et du coup, en fait, on va utiliser nos variables, nos labels là, device.text, on va leur affecter device.info.id, .toString. Ensuite, on va avoir operating system.text, on lui affecte device.info pour operating system. Donc, vous voyez la puissance du WP quand même, c'est qu'on a beaucoup d'API, de classes qui vont nous permettre de toucher plein de choses facilement, donc d'obtenir plein d'informations assez facilement. Manufacturer.text, device.info.system manufacturer. Donc voilà ce que vous devriez avoir. Donc il y a plein d'autres propriétés qu'on aurait pu définir, mais bon, on n'a pas le temps de tous les faire. On va du coup démarrer. Et on va voir ce que cela donne. Voilà. Alors c'est pas très très beau, mais c'est pas très grave. Ça, on pourrait ajuster le design plus tard, mais enfin, après, là en fait on a juste à définir une taille, si on veut faire ça bien. Hop.
Donc ici, voilà, par exemple, on met une taille de 300 à chaque élément, donc à chaque textbox. Voilà, et là, ça rend déjà un petit peu mieux. Donc, identifiant du périphérique, système d'exploitation Windows, nom du PC et nom du fabricant. Voilà. Donc, c'est le nom de la carte mère, souvent. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver le code source du projet sur GitHub, donc avec le lien dans la description. N'hésitez pas à me follow sur Twitter et à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Vous laissez un commentaire si vous avez des questions sur eh bien, les applications UWP, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.